20h passées de 5 minutes. Toutes nos excuses pour ce retard. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Eden Télévision. Au sommaire de cette édition, la communauté internationale célèbre le 19 août de chaque année la journée mondiale de la photographie. À cette occasion, nous nous sommes intéressés aux anciens studios photos qui étaient pris d'assaut par les populations. Et bien, une partie bien sûr du quartier de Khoulakodji dans le 5e arrondissement de Cotonou a été rasée ce jour, mardi 20 août, par une équipe conduite par le préfet par intérim du littoral, Jean-Claude Kodji, en interactualité hors des frontières béninoises. Donc, interdiction de la marche de l'opposition au Zimbabwe. Toute la journée, des soldats et des policiers armés ont patrouillé dans le centre de la ville et dans ses principaux quartiers pour y faire respecter cette décision confirmée par la justice. Et ce sera tout pour les titres. Merci de votre fidélité renouvelée à Eden Télévision. La communauté internationale, je vous le disais en titre, célèbre le 19 août de chaque année la journée mondiale de la photographie. Face à la technologie et à l'avènement des smartphones qui font de tout individu un photographe, que sont devenus les anciens studios photos qui étaient pris d'assaut par les populations. Élément de réponse dans ce reportage signé Roland Laurent Kodjo, Tony Nkes et Denis Marouya. Fermés. C'est le cas de plusieurs locaux qu'on appelait studios photo. Si Marc Atropo a dû mettre la clé sous le paillasson, Assou Kwesi et Fulbert Rompé reconnaissent ne plus avoir les mêmes affluences d'entretemps. Et pour cause, l'avènement des smartphones que les citoyens utilisent de nos jours pour se faire des photos, ce qui n'est pas sans conséquence pour les professionnels de ce métier. Nous sommes à l'ère de la nouvelle technologie et les smartphones ont pris le dessus sur notre métier. Aujourd'hui, est-ce que je peux dire que la photographie nourrit son homme? On essaie de joindre les deux bouts. Arrive des jours, même vous avez plusieurs reportages et vous refusez parfois, vous fuyez l'appel des clients. Mais aujourd'hui, pour nous tuer, la technologie a amené les androïdes. Et aujourd'hui, tout le monde se fait ses photos. Assou Kwesi s'est souvenu de cette époque où l'appareil analogique était utilisé avec les pellicules de 36 poses. Aujourd'hui, la pellicule est remplacée par la carte mémoire, soit des smartphones ou des appareils numériques qui ont bien des avantages. Pour lui, tous les ménages sont devenus photographes et les quelques professionnels qui sont encore sollicités le sont à cause de leurs expériences. Si tous les ménages sont photographes, lequel va appeler son second pour dire « viens travailler pour nous ». C'est le problème auquel on est confronté aujourd'hui. Ça fait que le travail a baissé au niveau des photographes. D'autres sont sortis carrément pour se vaquer à d'autres affaires. Et nous, on a persévéré pour eux, on est encore dedans. C'est notre expérience qui use. Et par moments, on nous sollicite pour des reportages de mariage, de grands enterrements et puis des colloques. S'il est préférable et facile pour les citoyens de se prendre en photo sans le secours d'un spécialiste, le risque pour eux, c'est de ne pas avoir d'archives. Moi, j'ai la photo de mon grand-papa. Je n'étais pas encore né avant qu'il ne meure. Mais aujourd'hui, j'ai sa photo. Par quoi? Par le cliché, les anciens clichés qu'on avait. Aujourd'hui, avec les androïdes, les clients font les photos, les regardent pour quelques jours et il suffit que la carte ait un petit problème et tout est effacé. Une partie du quartier Khoulakodji dans le 5e arrondissement de Cotonou a été rasée ce jour, mardi 20 août 2019, par une équipe conduite par le préfet du littoral par intérim, Jean-Claude Kodji. Une situation que déplorent les populations qui affirment n'avoir reçu aucun avertissement. Reportage Roland Kodjo, Tony Nkes et Romaric Belidji Devouchi. Désolation totale pour ces populations de Khoulakodji qui ont été surprises, disent-elles, dans la matinée de ce mardi 20 août 2019. Plusieurs bâtiments sont rasés. Des bagages désormais à l'air libre. Ce matin, fortuitement, la population de Khoulakodji n'est pas informée et près de 100 maisons sont emportées. Je suis un conseiller, ma maison est victime.
Parce que je suis allé au boulot, c'est de là on m'appelle que voilà ma maison est partie. Je n'ai pas pu prendre mes lits, rien du tout. Mes télévisions, tout est parti en l'air comme ça. Et voilà ce que vous avez constaté. Des milliers, centaines d'enfants sans abri. Ils sont là à Koulakodji. Nous ne savons pas ce que nous avons fait. L'assistant du chef du 5e arrondissement rencontré sur le terrain atteste également n'avoir connaissance d'aucune lettre de sommation. Nous n'avons pas eu aucune lettre émanant de la préfecture ni de la mairie centrale qui nous a stipulé qu'aujourd'hui la communauté de Koulakodji serait dégapée, bien celle de Ginawa spécialement serait dégapée. Si vous étiez sur le terrain, vous allez constater son amertume par rapport à la réaction qu'il avait eue par rapport à l'arrivée des autorités sur le terrain, parce qu'il n'était pas informé à ce qui s'était passé ce matin. La mairie et la préfecture sont interpellées afin que ces populations désormais sans abri soient prises en charge. Il lance également un appel au chef de l'État. Bientôt c'est la rentrée. Qu'est-ce que qu'adviendrait pour ces enfants-là qu'on va laisser? Les parents qui sont dégapés, qu'adviendrait-il pour eux? Donc bon, c'est à eux-mêmes de savoir. Lorsque vous posez un acte, il faut normalement s'attendre à ce qu'il y ait des retournés, des répondants. Donc c'est à la mairie ou bien à la préfecture de commencer par prendre les dispositions pour que les gens qui ont eu à dégaper, à casser, sans les avertir, à voir dans quelle mesure les prendre socialement. Nous implorons le président Talon de venir voir ce que nous sommes en train de vivre à Koulakodji, parce qu'après tout c'est le droit de l'homme. Nous sommes des humains et nous sommes des fils béninois. Ça fait plus d'un siècle que la population de Koulakodji est là, mais on ne comprend pas. Au moins si on nous avertissait, on allait prendre nos bagages. Mais aujourd'hui, voilà les enfants et les mamans, ils vont dormir à la belle lune maintenant. Toutefois, selon un collaborateur du préfet par intérim du littoral joint au téléphone, des communiqués sont passés à travers des organes de presse et des messages d'avertissement ont été envoyés à ces populations. Eh bien, cap sur la commune d'Abomey-Calavi où les travaux d'asphaltage se poursuivent. Martin Adjimon Koudenumpo et Romaric Belgi-Devouchi ont visité quelques chantiers. Voici leur constat. Entré dans sa phase active depuis 2 août 2018, les travaux du projet asphaltage ont démarré sur toute l'étendue du territoire national. Un tour dans la commune d'Abomey-Calavi nous a permis de constater que certaines rues sont en train d'être aménagées grâce à ce projet. Les travaux évoluent normalement selon les agents retenus par les entreprises. Ça évolue, on a travaillé dans plusieurs chantiers. Ici maintenant, on a quitté Kota. Après ça, Témoin de Jéhovah, actuellement on est à Conville ici. Mais après, on peut dire que ça évolue. On a connu quelques difficultés. Le manque d'équipement et des personnels non qualifiés. Il y a ça aussi, quoi. Mais on essaie de faire avec ça. Mais c'est pas mal. Et au fait, depuis quand ça a été commencé, au fait, les travaux, c'est des travaux de chaîne. Il faut que ceux du caniveau passent d'abord et ceux de la Sonep passent. Et nous aussi, nous allons passer avec ceux d'OPT, etc., etc. Mais jusqu'à présent, bon, je peux dire que ça évolue quand même. Les travaux évoluent. Bon. Nous ne nous perturbons pas parce qu'il faut permettre à l'autre de passer d'abord. Il y a quelqu'un qui va passer d'abord. Après, toi tu passes. Parce que nous maintenant, c'est à une profondeur donnée du caniveau que nous sommes. Donc si les caniveaux ne sont pas encore posés, nous on a un peu de difficulté à passer. Donc c'est pourquoi ça évolue. Nous sommes en chaîne quand même, mais ça évolue normalement. Les riverains rencontrés sur le terrain ont également apprécié l'évolution des travaux. Vraiment un aménagement qui évolue très bien dans toutes les vents. Et il y a des travaux qui s'effectuent. Et au niveau des travailleurs qui travaillent aussi sur les voies, ils sont toujours à leur poste. Et moi, je constate qu'à chaque fois, les travaux, ça évolue. Mais je pense que les travaux évoluent. Après les travaux, je pense que la ville va beaucoup changer. La route va bien passer. Comme on rappelle, 650 km de route sont concernés par le projet asphaltage pour un coût global de 900 milliards de francs CFA. Les forces Cori pour un Bénin émergent FCBE ont tenu dans l'après-midi de ce lundi une conférence de presse. Elle a été animée par l'ex-député Noureno Tchadé. Les FCBE ont dénoncé la désignation des membres du COSLEPI, l'arrêté interdisant la délivrance des actes de l'autorité aux personnes poursuivies et l'évaluation diagnostique des enseignants ACE 2008. On écoute le porte-parole du parti FCBE au micro de Frédéric Espoir Romambou. Le conseil d'orientation et de supervision est composé de 11 membres désignés comme suit. 5 députés par la majorité parlementaire.
4 députés par l'opposition parlementaire. Du directeur général de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE, du directeur du service national de l'État civil. Au vu de la loi, il est impossible de mener quelque action que ce soit sur le fichier électoral dans cette logique d'exclusion. Par l'arrêté interministériel numéro 23, MJL, DC, SGM, DAC, PG, SA, 023 SGG 19, du 22 juillet 2019, le ministre Séverin Kenom et son collègue Sakalafia de l'Intérieur ont interdit aux agents publics d'établir et de délivrer aux personnes recherchées par la justice des pièces et actes administratifs de l'autorité. Le mardi 23 juillet 2019, à l'issue de la rencontre qu'a eu le chef de l'État avec les centrales et confédérations syndicales à la présidence de la République, il est ressorti que les enseignants reversés de la promotion 2008 seront soumis à une évaluation diagnostique qui mettra bon nombre d'entre eux au chômage. Le parti FCBE condamne cette attitude des gouvernants qui consiste à éliminer au fil du temps de potentiels candidats aux différentes élections. Il condamne avec vigueur l'arrêté interministériel évoqué supra et invite ses signataires à se rétracter immédiatement. Le parti FCBE exige du pouvoir du président Patrice Talon de faire une croix sur le projet macabre consistant à mettre au chômage sous le couvert d'une prétendue évaluation des enseignants reversés de la promotion 2018 malgré leur bonne expérience professionnelle. Tout entêtement du gouvernement condamnerait une bonne frange de la population à la précarité. Le tennis club de l'amitié au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou abrite du 19 au 24 août le championnat national édition 2019. Plus de 200 tennissiens y participent. Le point avec Kodjo Toninkes. 12 catégories affrontent les raquettes au tennis club de l'amitié du 19 au 24 août pour l'édition 2019 du championnat national de tennis organisé par la fédération. Mathieu Roussouazor, directeur technique national de la Fédération béninoise de tennis, nous donne des précisions sur les différentes catégories. Il y a les 10 ans et moins, il y a les 12 ans et moins, 14 ans et moins, 16 ans et moins, 18 ans et moins et les seniors. Donc, et ça chez les garçons comme chez les filles. Donc dans l'ensemble, nous avons près de 200 jeunes joueurs qui sont dans ce tournoi. L'innovation, c'est au niveau des 10 ans et moins et 12 ans moins. On a voulu élargir la base. Donc pour cela, on a demandé à chaque département de présenter plus de joueurs. Un championnat qui se déroule en l'absence de Gloriana Naoum qui avait battu Carmine Bekoudé, la championne 2018, au cours de la Coupe de la Fédération pour la catégorie senior dames. Je ne la crains pas parce que la dernière fois, je ne m'étais pas entraînée durant 5 mois avant de venir. Donc, disons, je ne m'étais pas entraînée comme je faisais les cours. Maintenant, j'ai repris les entraînements. Donc. Mais malheureusement, elle n'est pas là. Elle est en France pour s'entraîner un peu. Je continue mon jeu et puis je sais quand même que je vais gagner de toute façon. Si je ne minimise pas mes adversaires et si je joue bien. Du côté des hommes, Vince Ncha, demi-finaliste de la catégorie junior en 2018, entend faire sensation cette année en l'absence de Sylvestre Monou qui participe au 12e Jeux africains à Rabat au Maroc. Aujourd'hui, mon mental est beaucoup plus amélioré, je suis beaucoup plus physique et je sais que les joueurs me craignent aussi. Je crains Arnaud Sewanou parce qu'il est vraiment fort
Il a un potentiel vraiment fort, on va dire. Et aussi Sego Dochan. Si pour Vince Ncha et Carmine Bekoudé remporter les titres de champion est leur objectif, Romélie Aoussou, quant à elle, a une vision qui va au-delà de ce championnat. J'ai voulu jouer cette année pour gagner les gens. Je joue le championnat pour être plus tard, c'est comme Serena Williams. Ainsi, jusqu'au 23 août, toutes les catégories vont croiser les raquettes pour se qualifier pour les finales. Toutes les finales seront jouées dans la journée du 24 août. Actualité hors du Bénin, les autorités zimbabwéennes ont interdit la marche prévue par le principal parti d'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique MDC à Bulawayo, contre l'hyperinflation, les pénuries et le chômage qui ravagent le pays. Saisi par le MDC dans la ville de Bulawayo est considéré comme l'un des fiefs politiques. La justice a confirmé lundi cette interdiction. Toute la journée, des soldats et des policiers armés ont patrouillé dans le centre-ville et dans ses principaux quartiers pour y faire respecter l'interdiction de manifester imposée à l'opposition quelques jours après la répression brutale d'une marche identique à Harare. Eh bien, nous poursuivons ce journal pour dire qu'Emmanuel Macron a reçu hier à Brégançon son homologue russe Vladimir Poutine. Objectif, relancer les relations franco-russes. Retour sur les temps forts de cette rencontre avec Xavier Bertrand-Lambert. Je suis venu au Panama pour ces 2 jours de déplacement pour travailler avec le gouvernement panaméen à améliorer les relations fiscales qu'il y a entre le Panama et la France, comme je le fais avec d'autres pays pour lesquels nous avons un certain nombre de difficultés dans le passé. Cette réunion biannuelle que nous mettons en place doit nous permettre très concrètement d'améliorer les relations entre le fisc français et le fisc panaméen pour pouvoir avoir des relations qui sont des relations franches et qui nous permettent de part et d'autre de l'Atlantique de pouvoir lutter contre la fraude fiscale. Mais pour l'instant, nous allons travailler et lorsque nous aurons la relation de confiance entre nos 2 pays, lorsque ces échanges automatiques seront parfaits et que les demandes individuelles faites par le fisc français sera parfait, alors effectivement nous étudierons la sortie de la liste du Panama. Eh bien, vous venez d'écouter plutôt un élément sur la France et le Panama qui ont créé un groupe spécial pour lutter contre l'évasion fiscale par l'échange d'informations. Et puis, je vous le disais tantôt, rencontre hier à Brégançon entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Objectif, relancer les relations franco-russes. Retour sur les temps forts de cette rencontre avec Xavier Bertrand-Lambert. C'est un président russe souriant et bouquet de fleurs à la main qui se présente face à Emmanuel Macron et son épouse. De brèves salutations avant une déclaration commune face aux journalistes. Au cœur de leur discussion, le renforcement des liens entre les 2 pays. Les racines de ce lien sont anciennes. La France est une puissance nucléaire, est une superpuissance. Elle joue un rôle majeur dans les prises de décision au niveau de la sécurité internationale. Et je suppose aussi que ces relations entre la Russie et l'Union européenne dépendent en partie. Bon, on comprend les procédures de l'Union européenne, mais il y a un lien évidemment avec la France et on en voit l'illustration dans le retour de la Russie à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Je sais tout ce qui a pu nous séparer, les malentendus des dernières décennies. Je sais aussi les débats qu'il y a sur la relation avec l'Occident. Je sais une autre chose, c'est que la Russie est européenne, très profondément. Et nous croyons dans cette Europe qui va de Lisbonne à Vladivostok. Autre grand sujet évoqué, la crise ukrainienne, alors que la Russie a été exclue du G8 après le rattachement de la Crimée en 2014. Pour les 2 présidents, il est urgent de relancer le format Normandie, incluant la France, la Russie, l'Ukraine et l'Allemagne. On a un agenda également politique, économique à faire avancer sur cette région. Et donc c'est ce dont nous allons discuter dans quelques heures. Nous ne devons faire un sommet Normandie au niveau des chefs d'État et de gouvernement qu'à la condition qu'il y ait quelque chose de tangible qui puisse être acté. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Steinmeier, avait donc proposé un compromis que nous avons accepté.
pour qu'un statut particulier au Donbass soit attribué avec des élections et avec confirmation ensuite des résultats par les structures de l'OSCE. Concernant le conflit syrien, les deux dirigeants appellent à instaurer un cessez-le-feu dans la région d'Idlib, où de violents combats opposent les forces loyalistes aux islamistes. Aujourd'hui, la population civile à Idlib vit sous les bombes. Des populations innocentes, en particulier des enfants, sont tués. Je crois qu'il est impérieux, et nous y tenons beaucoup, et nous aurons l'occasion d'en parler, que le cessez-le-feu décidé et acté à Sotchi soit pleinement respecté, car aujourd'hui, les attaques menées par le régime conduisent à tuer des innocents et des civils. À l'époque, 50% du territoire ont été contrôlés par les terroristes. Maintenant, c'est 90%. Il y a des raids réguliers qui viennent de cette zone-là. Et il y a aussi des transferts des combattants terroristes qui s'opèrent à partir de cette région dans d'autres régions du monde. Et c'est quelque chose qui est très dangereux. Le président français et le président russe concluent ces 45 minutes d'échange par une nouvelle poignée de main avant de poursuivre leur discussion à l'abri des caméras. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 21h30 pour votre émission Faire croiser. Au menu, l'évaluation diagnostic des enseignants reversés en 2008. Bonne soirée chez vous.